Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets dont nous espérons qu'ils vous aideront à prendre de meilleures décisions, à prendre du recul et à avancer dans votre parcours entrepreneurial. Pour ma part, je vous parlerai d'un modèle mental qui s'appelle la pensée probabiliste, hein, qui va continuer la séquence des modèles mentaux dans lesquels nous avons déjà parlé, du principe de Pareto, du cercle de compétences et d'autres modèles mentaux qui peuvent vous être utiles. Mais pour commencer, Jean-Christophe, quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler des petits jobs, des petits jobs. Alors, attends, ça a sauté d'une page à l'autre. Je vais vous parler des petits jobs, c'est-à-dire de ces boulots, de ces petits boulots qui nous entourent. Et il se trouve que vous n'êtes pas sans savoir que ces temps-ci, il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à recruter. Alors évidemment, vous en avez surtout entendu parler sur des postes très qualifiés, hein. Vous avez surtout entendu parler pour des gens qui ont du mal à recruter des informaticiens ou des comptables. Mais quand vous en discutez avec les entrepreneurs, vous apercevez que c'est aussi vrai pour des postes avec zéro qualification, pour des petits jobs. Par exemple, les aides-soignants ou le personnel de ménage, ou bien les femmes de chambre ou les garçons de café ou les gens qui font du gardiennage et de la sécurité. On en parlait pas plus tard qu'hier avec Patrick. Euh, Si vous allez prendre un avion à Roissy, eh bien, prenez un avion qui part dans les premiers parce que après, au fur et à mesure de la journée, le backlog des gens qui attendent pour passer la sécurité devient tel que vous risquez de rater votre avion et qu'il y a de nombreux vols qui sont annulés pour cette raison. Alors, dans cette chronique, nous allons voir l'ampleur du problème, ses causes, et puis on essaiera de trouver des moyens pour résoudre à l'échelle de l'entrepreneur ces questions de recrutement du personnel peu qualifié. Alors, moi, j'ai quelques clients qui sont dans le service à la personne âgée. Pour eux, c'est 5 à 10% de personnel manquant. C'est-à-dire qu'en fait, avec les clients qu'ils ont actuellement, ils n'arrivent pas à servir 5 à 10% de leurs clients parce qu'il leur manque du personnel. Donc, c'est énorme en termes de marge perdue, c'est énorme en termes de personnes âgées qui ne trouvent pas quelqu'un pour les aider. Et ça, c'était avant les mesures vaccinales parce qu'il y a quand même une partie conséquente de ces personnels de santé qui n'ont pas voulu se faire vacciner et qui, du coup, on est passé plutôt à 15% à la suite de ça. À San Francisco, d'où je reviens, il y a des restaurants qui ont dû procéder à des augmentations de 50% de salaire en cuisine, tellement ils avaient du mal à faire revenir au travail des employés peu qualifiés. Dans les EHPAD, et c'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue hier avec un dirigeant d'un petit groupe d'EHPAD, il offre 2800 € net pour des aides-soignants et il n'en trouve pas. Donc c'est quand même assez étonnant. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Eh bien, il y a des causes qui sont liées à la distance et au transport. Parce qu'en fait, parfois, on cherche des gens pour un travail assez peu qualifié et assez peu payé. Et en fait, on leur demande en plus, indirectement, un, un temps de transport qui fait que ça fait vraiment à la fois un coût et à la fois un total de travail qui est un peu trop important. Parfois, c'est une question de ne pas avoir un permis ou de ne pas avoir de voiture, notamment quand on parle en province où
il faut se déplacer, être capable de se déplacer. Donc, pour beaucoup, ça les contraint à travailler dans la ville et à ne pas pouvoir aller dans les périphéries. Mais parfois, quand on parle des grands centres urbains, c'est ce qu'on appelle un éloignement de proximité, c'est-à-dire qu'on est officiellement à 10 km, mais ça ne va pas mettre 10 minutes pour y aller, ça va mettre 1h30. Et donc, du coup, on se prend 1h30 d'embouteillage le matin, le soir, juste parce qu'il y a 3-4 carrefours qui n'ont pas été, qui sont saturés. Donc ça, c'est une cause. Il faudrait qu'on en parle dans une chronique, puisqu'en fait, c'est toute la question de l'importance des transports dans la vie quotidienne. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Donc, on a une deuxième cause qui est la défaillance du marché. Vous savez que le marché est là pour mettre face à face l'offre et la demande. Eh bien, il y a des cas où la demande d'emploi ne sait pas que l'offre est là. Elle ne sait pas qu'il y a une recherche pour un travail qu'elle est capable de fournir et qu'il suffit juste de se déplacer. Donc ça, c'est le problème de finalement ne pas trouver, ne pas arriver à faire savoir où se trouve, qu'on a une offre d'emploi et qu'elle conviendrait. Après, il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des gens qui connaissent le job, qui sont allés, qui ont un temps de transport qui serait convenable, mais ils ne trouvent plus l'intérêt de travailler. C'est la perte de sens du travail. C'est le moment où finalement on a des collaborateurs qui éventuellement ne faisaient ça que pour le chèque que ça donnait en fin de mois et qui, notamment suite au Covid et au fait d'être resté bloqué chez soi, amène à reconsidérer des sujets aussi importants que qu'est-ce que je fais de ma vie. Et là, c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut agir un peu plus. Enfin, il y a un sujet qui est éventuellement plus sociétal. Et ce sujet, c'est le sujet de la société du dernier arrivant. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on est dans une société où finalement notre économie repose sur le dernier arrivant, sur celui qui vient d'arriver dans notre économie et qui voudrait se faire sa place au soleil et qui a appris qu'il fallait d'abord faire les emplois dont personne ne voulait pour enfin petit à petit progresser et arriver au soleil. Alors, en France, au début du XXe siècle, c'était les Bretons ou les Auvergnats qui débarquaient à Paris avec quasiment rien sur eux, qui étaient éventuellement accueillis par un cousin et qui se contentaient de la première place venue. Donc, on les retrouvait dans le personnel à domicile, on les retrouvait comme bonnes ou comme personnel de maison. On les retrouvait dans le travail à faible valeur ajoutée ou à faible savoir-faire, dans les blanchisseries, donc qui étaient des activités un peu consommatrices de main-d'œuvre. Hein. Boulogne-Billancourt était une ville avec des sources d'eau assez proches du sol et du coup, il y avait des rues entières qui étaient remplies par des blanchisseries qui récupéraient le linge et le livraient une fois nettoyé. C'était avant la machine à laver. Les Auvergnats, ils étaient connus pour être des livreurs de charbon. Bref, on avait toute une économie qui s'est développée grâce à l'arrivée d'une main-d'œuvre, certes non qualifiée, mais qui avait besoin de faire sa place au soleil et qui le faisait pour que ses enfants n'aient plus à faire ça. Alors, pour autant,
pour ces nouveaux arrivants, ce travail peu qualifié, difficile et mal considéré était mieux que le travail qui leur était promis dans leur région d'origine, où ils allaient devoir être ouvriers agricoles dans des tâches dures et ingrates. Donc il y avait un sentiment d'amélioration. Mais en revanche, assez rapidement, il devenait clair qu'ils ne faisaient pas ça pour que leurs enfants fassent la même chose. Et c'est vrai avec les nouveaux arrivants qui ont succédé, donc les Italiens qui fuyaient l'Italie du Mussolini, les Polonais, les Espagnols qui fuyaient la guerre civile, puis les Portugais, les Nord-Africains, puis les Africains des régions, des zones sahéliennes et subsahéliennes. Par vagues successives, des nouveaux arrivants ont débarqué et tous ont pris les jobs dont ne voulaient plus les prédécesseurs. Et ça pose des questions. La question, c'est, bon, peut-être que nous, on va avoir les Ukrainiens bientôt, mais après, comment ça s'arrête? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement, on n'a plus de nouveaux venus? Et en particulier, c'est une fiche de lecture qu'on vous avait présentée il y a quelques années lors d'un de nos séminaires, et en particulier quand on comprend que la population de la planète est en train de ralentir sa croissance démographique et qu'on va vers une contraction à partir de 2050 et que du coup, dans les années à venir, les pays qui fournissent en main-d'œuvre l'Occident vont avoir une tendance naturelle à garder leur force de travail parce qu'ils n'en auront plus assez. Donc, est-ce qu'on est condamné à attendre les derniers arrivants et est-ce que on va avoir ou est-ce qu'on peut avoir une autre façon de travailler, mais c'est au niveau sociétal, parce que on peut vraiment se poser la question de la capacité à durer d'un modèle comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour l'entrepreneur? Alors, la première solution, c'est de repenser le transport de vos collaborateurs. C'est-à-dire que il fut un temps pas si lointain où l'entrepreneur qui avait une usine un peu éloignée du centre-ville, eh ben, il montait une navette, un bus qu'il affrêtait et qui venait chercher les collaborateurs tous les matins dans le centre-ville. Ça peut être une façon de résoudre le sujet. L'autre façon, ça peut être d'offrir le permis ou d'organiser des formations au permis avec une école avec laquelle on ouvre un partenariat. Enfin, il y a des moyens de résoudre le problème quand le problème est la question du transport. Maintenant, il y a la question du marché qui n'est pas efficient. Et donc là, ça pose la question qu'on avait déjà évoquée au travers de certaines chroniques, qui est la question de l'évolution qu'on demande aux ressources humaines, qui en France sont très très marquées par les contraintes juridiques, sociales qui pèsent sur l'entreprise, mais qui finalement vont devoir, dans un certain nombre de cas, partir plus sur une forme de marketing pour identifier, contacter, convaincre les futurs collaborateurs qu'ils ont un boulot qui les attend chez nous. Maintenant, le plus gros de l'effort, c'est le renforcement du management. Parce que vous faites travailler des collaborateurs qui ne comprennent pas l'intérêt et le sens profond de ce qu'ils font et qui n'ont l'impression d'être là que pour faire leur chèque, que pour recevoir leur chèque de fin de mois, c'est un sujet de management. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien.
vous avez un problème à donner du sens. Vous n'avez pas suffisamment fait le chaman. Vous n'avez pas suffisamment mis en perspective l'importance de la tâche qui est faite par vos collaborateurs. Une aide-soignante, elle a un rôle capital pour les personnes âgées qu'on vient aider. Elle est plus qu'un simple employé qu'on peut envoyer à un endroit et à un autre et qui doit faire son job et nettoyer les ordures des autres. Elle est une aide essentielle à la vie de personnes âgées qui sont en dépendance, par exemple. Et puis, il y a un autre travail de management qui est d'essayer de favoriser au possible le travail d'équipe, de permettre à chacun de se sentir partie prenante d'un groupe, d'une organisation, d'un ensemble humain. C'est la demande de chacun. On passe la plus grosse partie de son temps au travail. Il est donc essentiel que ce temps soit un temps adapté, soit un temps de joie et d'échange. Donc, ça fait partie de la notion du management et ça fait partie des choses que vous devez développer. Après, on a un sujet qui nous dépasse, nous entrepreneurs, c'est le sujet de ce moment où on passe du travail qu'on veut être issu d'un mot romain ou latin qui voulait dire torture, pour admettre que c'est un lieu d'accomplissement, que c'est un lieu où on va réaliser des choses. Et finalement, j'ai à ce jour rarement été face à des situations où le travail qui était réalisé par les uns et par les autres ne pouvait pas se décrire comme un élément, dans le cadre d'un élément plus large, dans le cadre d'une utilité essentielle. Alors bien sûr, il y a le problème du statut social, il y a le problème de cette volonté de monter sur le totem, le totem pole, l'espèce de totem indien où on veut être tout en haut du totem. Mais en fait, cette progression, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est nécessaire que si on a une compétence, si on a développé une compétence que les autres n'ont pas. Elle n'est pas un dû lié à l'âge, lié au fait qu'on a souffert avant, au fait qu'on y aurait droit. Elle n'est là que pour s'assurer qu'en haut de la pyramide, il y ait toujours les plus compétents pour que la société continue à progresser et que les moins compétents ne souffrent pas d'un effondrement de la société. Donc, on a un effort à faire, probablement dans la façon d'interagir avec les établissements de formation, avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la formation et à l'état d'esprit des nouvelles générations dans la compréhension de la société dans laquelle on vit et de ce qui est, on va dire, notre avenir commun. Merci Jean-Christophe. Et pour tous ceux qui sont confrontés à ces problèmes de recrutement, et on en rencontre beaucoup, des entrepreneurs qui ont des difficultés de recrutement, qui sont parfois critiques. Hein. Je repense à un patron d'ETI
avec lequel nous avons échangé il y a quelques mois et qui a 2400 chauffeurs de bus. Et à la fin du Covid, il y en a un quart qui ne sont pas revenus. Et ça veut dire que ces 600 personnes qui lui manquaient ne pouvaient pas emmener des enfants à l'école, puisqu'il a essentiellement des contrats pour emmener des enfants à l'école. Et donc, quand vous avez 600 chauffeurs de bus qui vous manquent, eh bien, tout d'un coup, c'est assez ennuyeux parce que les bus, ils ne vont pas sortir tout seuls du dépôt et les enfants, ils ne vont pas conduire le bus à la place des chauffeurs agréés. Donc, ça peut être des cas de ce type-là, et pourtant, un job de chauffeur de bus, c'est plutôt bien payé et c'est plutôt gratifiant puisque vous avez une capacité de transport, vous avez un droit euh, qui vous donne enfin, des études, un diplôme quelque part, qui vous donne le droit de transporter d'autres êtres humains. Et du coup, eh bien, vous le rencontrez un petit peu partout, comme le disait Jean-Christophe, sur des choses aussi basiques que le nettoyage, le gardiennage, la sécurité, mais aussi sur des jobs finalement qui sont garçons de café ou serveurs ou plongeurs. Voilà. Chauffeur poids lourd, l'Angleterre qui a, depuis le Brexit, a coupé l'entrée des migrants européens, se retrouve avec un problème d'emploi qui est considérable. Alors c'était fait exprès, puisque l'idée c'était on va redonner du travail aux Britanniques. Mais on s'aperçoit que le travail qui était pris par les émigrés est-européens, c'était celui que les Britanniques ne voulaient pas prendre. C'est vraiment cette économie du dernier arrivant. Voilà, merci Jean-Christophe, on en reparlera et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Euh, je vais moi-même Merci. maintenant vous De quoi emmener, vas-tu nous parler? eh bien, je vais vous emmener dans le monde de l'incertitude, dans le monde où on ne sait plus réfléchir. Et je vais vous proposer de penser de façon probabiliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, une petite citation pour commencer, comme toujours. Elle vient de notre ami Nassim Taleb. Nassim Taleb, on vous en parle régulièrement. C'est l'auteur du Cygne Noir, c'est l'auteur d'Antifragile, son dernier livre Skin in the Game. Tout ça, il faut le lire, bien sûr. Et puis, j'en oublie Fooled by Randomness et le lit de Procuste, dont Jean-Christophe vous a fait une fabuleuse chronique il y a quelques mois. Et que nous dit Nassim Taleb? Il dit la probabilité concerne la croyance en l'existence d'un autre résultat, d'une autre cause ou d'un motif alternatif. Je vais vous proposer de garder ça en tête. Vous voyez bien que ça ne parle pas d'un pourcentage au sens où on utilise le terme probabilité habituellement, d'accord? Et ça parle simplement de ce qui pourrait se passer d'autre que ce que vous avez imaginé. Gardez ça en tête et commençons notre voyage dans la pensée probabiliste. D'abord, arrêtons-nous un instant parce que dans notre culture, l'incertitude, c'est un gros mot, particulièrement dans des postes de décisionnaires comme les postes de manager ou d'entrepreneur, voire même le poste ultime de président. Bien sûr, c'est confortable d'avoir une réponse claire, oui ou non, blanc ou noir, on, off, ça marche pas, c'est super confortable. Ouais, mais cependant, la pensée binaire, cette façon de regarder le monde en blanc, en noir, en oui, en non, ça fonctionne dans certaines circonstances. Et dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes dans un monde complexe et incertain. Et donc, il nous faut un outil, un modèle mental plus utile, plus fonctionnel, c'est la pensée probabiliste. Une petite leçon de poker. Peut-être que vous regardez les tournois de poker à la télévision, peut-être que vous jouez vous-même au poker. Les meilleurs joueurs semblent être ceux qui calculent les probabilités. Ils font des paris qui sont guidés par une analyse rationnelle. Il reste encore 2 valets dans le jeu. Il reste encore tant de cartes dans la main du dealer.
la probabilité que sorte un valet dans la prochaine main est donc de X. Et pour autant, ils ne peuvent pas garantir un résultat particulier. Ils peuvent juste augmenter la probabilité de réussite de leur pari ou faire le pari ajusté à la probabilité d'occurrence. C'est une meilleure façon de le dire comme ça. Alors, cette leçon des joueurs de poker aujourd'hui, est-ce qu'elle peut s'appliquer aux entrepreneurs? Alors, je vais vous dire, finalement, pour la plupart des gens, probabilité, oui, j'en ai entendu parler, mais on a mieux, non? C'est la prévision. Et donc, vous trouverez, même chez les entrepreneurs, beaucoup de gens qui vous disent ah, moi, j'ai prévu les différents cas, je vois comment ça va se passer. Et j'aimerais vous rappeler quelques vérités inconfortables. D'abord, la prévision, c'est une façon assez ancienne d'essayer de prévoir le futur. Hein, vous imaginez ce qui va se passer dans une semaine, 2 semaines, 1 an, 10 ans, dans, je ne sais pas moi, le marché de l'automobile, le marché du transport aérien, l'évolution de la demande pour les shampoings pour les chauves, et vous essayez de prévoir le futur. Il existe des shampoings pour les chauves. C'est une façon de regarder le monde qui est très rassurante. Je suis le ministre de l'économie et des finances, je prévois que l'inflation sera temporaire. Et puis, 8 mois après, je dis, finalement, ça va durer un peu. Chaque fois, j'ai fait une prévision, et la prévision, eh bien, elle est presque toujours fausse. Qu'est-ce que ça veut dire, un outil qui est presque toujours inutilisable? Pourquoi est-ce qu'on continuerait à utiliser une perceuse qui ne fait pas de trou, un couteau qui ne coupe pas, hein? Eh bien, c'est souvent une fraude intellectuelle. La prévision, c'est une façon de vous endormir que quelqu'un d'autre va faire contre vous, parce que ça ne marche pas, mais ça va vous amener dans une fausse situation de confiance. Et donc, du coup, on aimerait tous que la prévision soit juste, mais c'est presque jamais le cas. Ce qui veut dire que pour un entrepreneur, utiliser l'outil de la prévision, c'est se leurrer lui-même. D'accord ? Il y a des choses dans la méthode qu'on utilise pour faire des prévisions qui sont utiles, et notamment la définition des données de base, ou des grandes variantes, ou des grands drivers que vous allez trouver dans une analyse. Ça, c'est utile. Mais d'arriver à une prévision elle-même, ça n'est vraiment pas utile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lier d'amitié avec l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que se lier d'amitié avec l'incertitude? C'est d'accepter qu'on ne sait pas. On ne peut pas prévoir le futur. D'accord? Et donc, c'est très difficile. C'est très difficile parce que si vous ne savez rien de ce qui va se passer dans 1 seconde, 10 minutes, demain ou dans 3 semaines, comment pouvez-vous exercer le rôle qui est le vôtre de dirigeant? Ça paraît presque antinomique. Mais quand on comprend qu'on n'a qu'une compréhension partielle du monde et que ça nous inquiète, mais qu'on peut vivre avec, eh bien, on commence à voir que la solution, c'est de probabiliser les résultats envisageables. Parce que probabiliser les résultats envisageables, ça permet de construire une carte des possibles. Je prends un exemple. Vous êtes le capitaine d'un transatlantique qui quitte le Havre pour New York. Vous avez une carte météo et vous avez une radio et vous avez votre expérience. Et vous savez qu'au mois de septembre, dans l'Atlantique Nord, il est possible qu'il y ait une tempête qui se propage et donc vous savez que vous risquez de rencontrer du gros temps. Mais vous n'en êtes pas certain. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Bien, avec votre radio, ou votre outil de communication, vous communiquez
avec les capitaines des bateaux qui sont devant vous. Et vous leur demandez dans quelle situation sont-ils eux-mêmes à telle partie du parcours. Et puis, vous essayez de mettre à jour la carte météo du mieux que vous pouvez au fur et à mesure que vous avancez. Ce que vous faites ainsi, c'est de réduire l'incertitude et de donner une probabilité plus forte à certains de vos scénarios. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez vous lier d'amitié avec l'incertitude. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure qui m'a fait beaucoup réfléchir. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Vous devez reconnaître que vous ne saurez jamais précisément ce qui va se passer dans le futur. Et le plus vite vous prenez cette façon de voir le monde, et le plus vite vous commencez à être dans la réalité et dans la capacité de prendre des décisions utiles. Vous pouvez dire régulièrement « je ne suis pas sûr ». Et je vous propose de le dire avant, à chaque fois que vous vous préparez à asséner votre croyance à propos d'une situation ou d'un événement qui pourrait se produire. Vous pouvez vous demander en permanence qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre que votre scénario principal. La notion de scénario principal, c'est celui qui a la plus forte probabilité d'occurrence. Mais comme le disait Michel Godet, le professeur du CNAM, que Jean-Christophe et moi avons eu tous les deux comme professeurs, même le scénario le plus probable est minoritaire. C'est-à-dire qu'il n'a que peu de chances de se produire, même si c'est le plus probable des scénarios. Donc, la construction d'une réflexion par scénario et le fait d'admettre qu'il y a des probabilités d'occurrence différentes sur ces scénarios ne vous garantit pas que vous savez ce qui va se passer, elle vous garantit que vous avez d'autres scénarios que votre scénario principal. Et puis, vous devez découpler la notion de bonne ou de mauvaise décision du résultat. Et c'est là que je me suis fait retourner la tête il n'y a pas très longtemps. Il arrive qu'une mauvaise décision produise le résultat souhaité. Je le redis doucement. Une mauvaise décision produise le résultat souhaité. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est plus une mauvaise, c'est une bonne. Non, 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 non. Elle a été prise sur des bases qui ne sont pas raisonnables d'un point de vue intellectuel. Et pour autant, parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose, le résultat était celui qu'on espérait. Je vais vous dire, ça apprend l'humilité. Ça apprend l'humilité, et c'est ce que Jeff Bezos a dit récemment dans une interview. Moi, chez Amazon, je fais des erreurs tous les jours. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas dit, mais je prends plus de bonnes décisions que de mauvaises, c'est pour ça que je suis un grand entrepreneur. Non, non. Il a dit, moi, chez Amazon, je prends plus de mauvaises décisions que de bonnes. Et c'est la réalité. Vous prenez plus de mauvaises décisions que de bonnes. Et ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas parce que vous prenez une mauvaise décision que vous n'aurez pas le résultat attendu, mais ça va vous rendre humble. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de prendre de meilleures décisions. Hein. Vous avez bien compris. Enfin, exprimer des niveaux de confiance plutôt qu'une certitude. Hein. C'est la même idée que quand vous dites « je ne suis pas sûr ». Il me semble que, je pense comprendre que, j'ai la raisonnable certitude, ce n'est pas la même chose qu'une certitude, la raisonnable certitude. Il me semble qu'il est probable que l'année prochaine, nous ne serons pas reconfinés. Ah, ok. Tout de suite, on voit que vous raisonnez avec un certain nombre de probabilités. Et c'est cet outil extrêmement puissant que je vous propose de rajouter
à votre collection de modèles mentaux, donc que vous pouvez retrouver dans la playlist des modèles mentaux qui est sur la chaîne YouTube de Melchior Chassagne et compagnie. Et je terminerai par vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec un entrepreneur cette semaine, lequel entrepreneur avait la certitude que son recrutement de cette personne extrêmement compétente et qui allait vraiment avec son profil allait rejoindre l'entreprise. Seul petit pépin, c'est qu'elle habitait assez loin, hein, à 1 heure et demie de trajet quotidien de l'entreprise. Jean-Christophe vous en parlait tout à l'heure. Et bien, figurez-vous que cette personne, après qu'on lui ait fait sa proposition, donc sa lettre d'embauche lui a été envoyée, a rappelé pour dire, bien écoutez, vous savez quoi, j'ai trouvé quelque chose de moins intéressant, mais plus proche de chez moi. Et donc, ça me rend pas vraiment heureuse, mais je vais prendre cet autre job. Et elle devait commencer le 1er juin, elle devait commencer mercredi, cette personne, et donc elle ne viendra pas. Quand l'entrepreneur m'a raconté ça, ça m'a fait penser qu'au lieu d'être certain que cette personne allait le rejoindre, il aurait dû se dire, il est probable, là où nous en sommes du processus de recrutement, que cette personne va nous rejoindre. Merci, Patrick. Effectivement, ça nous apprend pas à être humble, mais ça nous met dans une posture d'humilité. Donc, ça nous permet de pratiquer l'humilité. Et donc, on a vraiment un besoin de ça. On a un besoin de constamment se rappeler qu'on ne sait pas, qu'on interprète ce qu'on reçoit comme information. Et de l'exprimer de cette façon n'aide pas seulement nos interlocuteurs à le comprendre, mais ça nous aide, nous, à nous en rappeler et à l'intuiter, à se l'approprier. Voilà pour aujourd'hui, pour ces chroniques de ce vendredi matin qui ont démarré avec un petit peu de retard, mais qui se finissent à l'heure. Eh bien, merci Patrick, merci à tous de votre présence. On vous retrouve vendredi prochain à 10h30, comme tous les vendredis, pour vous parler de 2 sujets qu'on va découvrir d'ici là parce qu'on ne les connaît pas encore. C'est vous qui nous inspirez par vos réflexions. Et nous avons un petit scoop pour vous et pour ceux qui sont là fidèles au poste. Vous pouvez noter dans vos tablettes la date du 25 août 2022, puisque le 25 août 2022, c'est le séminaire d'été de Melchior. Et donc, nous aurons le plaisir de vous concocter un programme passionnant pour cette journée entière qui se déroulera à Paris. Et donc, vous pouvez noter, puisque vous êtes peut-être en train de prévoir vos dates de vacances, qu'il faut être rentré au plus tard pour le 24 au soir, puisque le 25 à 8h30, nous vous attendons pour le café. Et vous êtes pris toute la journée. Toute la journée. Bon week-end. Merci de votre présence. À À vendredi bientôt. prochain. Ciao.